Bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Broadcast Time. Comme tous les mercredis soirs, c'est le rendez-vous du broadcast, des web TV, de la production audio-vidéo, des nouveaux médias. On est 4 autour de cette table et aujourd'hui on va aborder un sujet qui va peut-être rappeler des souvenirs à ceux qui ont vu débuter le numérique, à ceux qui ont peut-être fait des mix en studio, et tu fais partie de ceux-là, je pense, à avoir joué avec cet outil-là. J'ai joué avec ce petit boîtier-là qui coûtait une fortune à l'époque, qui s'appelait Pro Tools et qui avait des moyens informatiques dignes de ce nom, hein, une barrette mémoire qui faisait 32 mégaoctets. Ah non, c'était la taille du disque dur, excusez-moi. Ah oui, c'était un autre monde, hein, c'était une époque où on était petit et on rêvait d'une grande machine qui faisait tout à notre place. Pro Tools a bien évolué. Voilà, on parle de, allez, il y a presque 25 ans maintenant, je pense. Hein. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Ouais, hein. Au début de l'informatique, on va dire, c'est arrivé avec le Mac. C'est arrivé, alors, c'est en même temps, hein, le Mac a permis certaines choses qui n'étaient pas permises avant, et il y avait des sampleurs, ce qu'on appelait des sampleurs, c'est-à-dire juste une petite machine qui avait une petite mémoire qui faisait, on appuyait quelques secondes d'enregistrement, et après on mettait ça sur on mettait un raccourci clavier, hein, cas de le dire, c'est une touche de clavier de synthé, et on pouvait jouer juste un petit bruit, hein, genre waouh! Waouh! Et on changeait la hauteur du waouh qui faisait un waouh à la fin ou un wouh. Voilà, c'est un autre monde. Voilà, David Guetta est un petit peu né grâce à Pro Tools. Hein, mais il y en a eu des célèbres qui ont bien joué avec ces genres de bestioles-là. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui connaît très très bien le sujet et qui est avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux qu'on l'accueille pour la première fois dans Broadcast Time. C'est un utilisateur de Pro Tools. Alors, il est peut-être pas si vieux que ça, mais il en connaît un rayon. Mathieu Blaise, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Watch TV. Merci de l'invitation. Alors on va peut-être vous présenter en un mot. Alors vous êtes producteur. Dites-nous ce que vous faites je fais tellement de choses. Et où vous travaillez. Vous avez une heure. Alors je suis producteur en radio, puisque je travaille chez Europe 1. Ouais. Où je m'occupe de l'habillage audio, des publicités, donc on fait pas mal de mixage en pré-production avant la diffusion, puis en post-production pour promouvoir les émissions qui sont passées à l'antenne. À côté de ça, je travaille aussi dans une agence de communication que j'ai développée avec des amis, et là on travaille aussi bien l'audio que la vidéo, en direct, en podcast, en flash de communication. Enfin, voilà, on fait plein de choses. Et ben super, donc Pro Tools, j'imagine que c'est un outil de travail quotidien. C'est 10 heures par jour au bout des doigts. Voilà, ouais. Et ben ça tombe bien parce qu'on va en parler pendant une demi-heure sur Watch TV avec le 4e participant à cette émission, c'est Stéphane Fodeux. Salut Stéphane. Bonjour. Patron de MediaQuest. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce nom de Pro Tools? On a l'impression de revenir un petit peu à la genèse, on va dire, de tout ce qu'on fait aujourd'hui quelque part. C'est vrai que c'est un nom, c'est une marque qui était sous le label Digidesign, aujourd'hui qui est sous le label Avid, hein, donc c'est vrai qu'on ne peut pas aussi bien marier l'image et le son. Dans le magazine on en parle, et c'est vrai que c'est plutôt nous le son à l'image qui nous intéresse, mais il n'y a pas aujourd'hui un blockbuster américain qui n'a pas été monté voire mixé sur Pro Tools, et puis aussi ça a permis de donner naissance un peu au phénomène du home studio, hein, donc de pouvoir créer, et là ça a vraiment anticipé ce qu'on a connu dans l'image. Il y a toujours un peu la fameuse phrase, oui, je vais faire du mixage dans ma cuisine ou dans mon garage. C'est vrai que ça a permis de faire ce genre de choses, de démocratiser l'audio numérique un petit peu avant l'image. Ouais, et pourtant, on va rappeler ça avec Mathieu, avec toi Fabrice aussi, au départ Pro Tools c'était loin d'être bon marché. Hein. Ah mais c'était pas bon marché parce qu'il fallait la machine qui allait derrière. On en vient toujours pas. Rappelle-nous, combien ça coûtait au début on est à 100 000 d'avoir un Pro Tools. De souvenir, c'était 100 000 francs la machine avec le soft, avec un disque dur ridicule. Je rigole parce que quand je te dis ça, quand on est avec des élèves ou des gens qu'on côtoie, quand on rigole, on se dit avec l'ordinateur que vous avez aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de nous faire un truc qui soit joli à écouter. Nous à l'époque, on avait un truc qui avait
pas de mémoire, c'était aussi pas beau écouter, mais on y arrivait aussi. Donc mais la machine coûtait très cher. Déjà, l'Apple coûtait très cher. Tu dis 100 000 francs? Ah oui, j'en suis. Oui, on était dans ce gamme de prix. Monstrueux, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'il y en avait très peu. Et c'est pareil, les spécialistes Pro Tools, Mathieu peut en parler encore plus facilement que moi. Et il n'y en avait pas 50 000 à l'époque. C'est des gens d'abord qui avaient accès à la machine pour se former. Il fallait trouver la machine. Et après, des gens capables de travailler avec, c'était pas simple. Alors, justement, Mathieu, toi, le Pro Tools, tu y es venu quand et qu'est-ce que ça évoque aujourd'hui pour toi? Alors moi, Pro Tools, ça a commencé dans les années 2000. Donc on était déjà à la version 5 du Pro Tools. Donc on avait déjà des Mac qui tournaient à peu près. On pouvait travailler 1 heure facilement sur la bande sans avoir besoin de courir acheter un disque dur pour faire des C'était plus de la disquette souple à l'époque. Voilà. Donc déjà, j'avais un certain confort. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'avec les petits boîtiers tels qu'on les connaît aujourd'hui, on peut facilement commencer avec Pro Tools un travail de maquette chez soi ou en home studio, le finaliser dans certains cas, et si vraiment on veut sortir un disque, on peut aller mixer avec sa session Pro Tools qu'on a commencé chez soi, aller dans un studio pro, et là tout de suite on retrouve déjà son environnement de travail et on retrouve tout le système de mixage, etc. Chose que vous n'avez pas forcément sur du Logic, sur du Ableton Live et compagnie. Ça c'est plutôt des softs qui sont faits pour bidouiller effectivement, commencer à faire un petit peu de musique. Mais le jour où vous voulez vraiment aller dans un studio pro de mastering et compagnie, là vous êtes obligé d'avoir un Pro Tools, et donc si vous avez le projet qui va avec, vous avez du début à la fin de la création, l'embryon de musique au disque, tout sur Pro Tools. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est aussi une logique qu'il y a dans le domaine de l'audio, qu'il y a moins dans le domaine de la vidéo. Mais pour avoir visité il n'y a pas très très longtemps les nouveaux équipements de Digital Factory, sur le site de la Cité du Cinéma, Digital Factory. C'est Luc Besson derrière. Et il y avait des salles qui étaient vides à côté de salles de montage. Mais c'est quoi ces salles? Il y avait juste les enceintes, un bon monitoring. En fait, c'est les ingé sons qui viennent avec leur matos, avec leur Pro Tools. Ils ont fait tout le premier travail chez eux. Ensuite, ils viennent finaliser chez Digital Factory la post-prod. Il y a ce côté un peu nomade qu'on retrouve chez les ingénieurs du son. Et grâce justement à ce genre d'outils. Oui, parce qu'il faut voir les boîtiers, effectivement, on parlait de boîtiers. L'un des plus petits aujourd'hui disponible, sur la Mac à vide avec le Pro Tools, livré, sur une version qu'on appelle Lite, il y a eu plusieurs versions, on expliquera l'épisode des versions et des cartes sons qui sont liés, c'est que ça, c'est léger, c'est auto-alimenté en USB sur l'ordinateur, et tu as un Pro Tools. Ça va même plus loin, ce modèle-là, qui est à peine une centaine d'euros, sur la tablette, sur l'iPad. Et ton iPad devient un Pro Tools. Alors, tu sais, on fait toujours le maximum de pédagogie sur Watch. Il faut rappeler qu'au départ, Pro Tools nécessitait forcément ce qu'on appelait à l'époque une carte son. C'est ça? C'est d'ailleurs une des raisons qui faisait le prix. Tu parlais de la machine tout à l'heure, mais il fallait acheter l'ordinateur, il fallait aussi acheter la carte son qui à l'époque coûtait déjà une fortune. Voilà. T'étais obligé d'avoir le boîtier qui allait avec. Et finalement, ça, c'est la carte son d'aujourd'hui, on va dire. C'est ça. Donc ça vaut 100 € aujourd'hui. À peu près, oui, c'est ça. Ça te permet de mettre un micro-casque ou un micro, de brancher une guitare ou une machine, donc déjà de faire ça pour un musicien, de faire sa maquette sans problème. On fait entrer le son là-dedans. Oui, voilà, on fait le son là-dedans. Mais aussi pour un journaliste qui veut aller faire une interview dans le café du coin. Avant, il avait son petit enregistreur qui posait sur la table. Là, maintenant, il ouvre son laptop, il pose sa petite carte son, un micro et c'est parti, quoi. Ouais. Donc c'est assez formidable. Donc ça illustre aussi le côté nomade quelque part dont tu parlais, Stéphane, c'est que finalement avec un boîtier comme ça et un ordinateur portable, on peut créer un album quasiment, en tout cas on peut le mixer dans l'avion, dans une salle d'attente d'aéroport, on peut bosser n'importe où avec ça. Ça va même plus loin maintenant, puisque c'est le fameux épisode, on en parlait avant l'émission, donc le logiciel était lié à un boîtier, donc les M-Box pour les citer à une époque. Après il y a eu une version simple, juste une entrée son. Après il y avait la version avec rackable avec plus d'entrées, une autre version encore rackable avec plus d'entrées, une version HD, et tu avais après les sessions serveurs avec des machines qui montent encore aujourd'hui, si je ne me trompe pas, à une trentaine de mille d'euros. On est sur des grosses versions, des grosses machines
qui ont besoin de grosse puissance. Hein. Ils ont besoin de processeurs, ils ont besoin de les fameux plugins qu'on va rajouter pour simuler des racks d'effets. Tout ça nécessite que, quand on veut faire quelque chose, si on veut mixer un opéra, c'est sûr que je vais pas prendre celle-là. On est d'accord. Par contre, il y a eu une époque, un épisode où quelqu'un a lâché l'info en disant, mais vous savez, en fait, il n'y a pas besoin de carte son. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de ça. Voilà. Pro Tools, ça marche quand même sans ça. Sans carte son. Il n'y a pas besoin de la carte son Pro Tools. Voilà. Et ça, voilà. Et il y a eu il y a eu un couac. Il y a eu un bug ce jour-là, en tout cas chez Pro Tools, où tout d'un coup ils ont dit bon, d'accord, on vous l'avait pas dit, mais on va vous faire une version avec une carte à nous pas chère, donc c'est pour ça qu'elle est vraiment pas chère, mais la version elle sera light, hein, vous n'aurez pas tout dedans, et vous avez maintenant le soft intégral, un peu plus cher, mais vous avez tout dedans. Ça veut dire que, alors pour bien comprendre, ça veut dire que ce qui nécessitait autrefois un logiciel et une carte son, aujourd'hui tient uniquement dans la partie logicielle quasiment, c'est ça? Qui tient dans l'ordinateur et c'est la carte son de votre ordinateur qui fait l'entrée et les sorties. Et c'est pas, je fais toujours parallèle avec l'image, mais c'est pareil pour l'image. Hein. C'est-à-dire qu'autrefois, il fallait un hardware dédié pour la partie montage. Hein. Chez Avid, il fallait des cartes aussi spécifiques. Et maintenant, il y a des versions software seules pour aussi justement faire face à la concurrence et ce qu'a été la concurrence notamment de Final Cut. Ce jour-là, on était alors, à la fois super contents, à la fois super déçus parce que on était frustrés de pouvoir utiliser que le matos qui marchait avec Pro Tools, c'est-à-dire que les entrées, alors qu'on aurait pu utiliser d'autres cartes son qui avaient peut-être plus d'entrées, qui étaient peut-être moins chères, etc. Et le jour où on a appris qu'en réalité, Avid nous racontait des salades, voilà, ils ont sorti une version 9 en disant Avid s'ouvre au monde, on accepte maintenant les hardware tierce party et compagnie, vous allez pouvoir travailler avec nous. Mais en réalité, ils ont été complètement forcés de passer par cet épisode-là. Et du coup, ça les a forcés à bosser. Et là, ils ont, avec en plus l'évolution informatique, ils ont refondu le Pro Tools en entier, c'est-à-dire que la version 11 qui est sortie, il y a vraiment eu un gap entre la version 10 et la version 11, puisque tout a été réécrit en 64 bits, avec maintenant des possibilités techniques et de puissance qui sont démentes, quoi. Alors justement, moi je voudrais essayer de comprendre ce qui s'est passé en 25 ans. Qu'est-ce qui différencie le Pro Tools de 1992, que moi je crois que c'est la première année où j'en ai vu un tourner, du Pro Tools de 2014. Est-ce que c'est juste une évolution pour suivre l'évolution matérielle, ou est-ce qu'on fait des choses différentes avec le Pro Tools d'aujourd'hui? Des choses différentes. On l'a pas précisé, enfin on a commencé, mais à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on fait avec, Mathieu? Alors on fait de la musique, c'est-à-dire qu'on peut faire un album de sa maquette jusqu'à finaliser, graver sur CD en studio, tout ça rien qu'en passant dans du matériel Pro Tools. On fait également tout ce qui est... C'est qu'on enregistre dans Pro Tools. On enregistre dans Pro Tools, on édite, on monte dans Pro Tools. C'est le principe d'un multipiste. Hein. On fait un gâteau, un millefeuille, et on va mettre toutes les feuilles qui correspondent à la batterie, la guitare, et on va mixer sans avoir une grosse console. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'avoir la console que tu avais dans les grands studios à l'époque, c'est-à-dire avec les 20 tranches, 48 tranches, 50 tranches qui faisaient chaque instrument. C'est pas du jambon les tranches. Non, c'est les tranches de la console, hein, avec les petits faders. Et tu avais d'abord un espace nécessaire de travail important, du matériel qui coûtait cher, parce qu'une console de grande taille, il fallait commencer à avoir de l'argent. Et après, sur chaque effet, c'est-à-dire ce qu'on appelle un effet, c'est un traitement de son, quelque chose qui va rendre écho, etc. Il fallait sortir. Il fallait sortir et qu'il fallait un effet par appareil, par musicien, par instrument et autres. Là aujourd'hui, le Pro Tools va te supprimer. On enlève la console, hop, plus de console, donc déjà 15 mètres carrés de moins. On va enlever. Donc tout ça est à l'écran aujourd'hui. C'est ça, est à l'écran. Et après, il faut juste avoir un écran assez grand pour tout mettre. C'est la seule différence. Aujourd'hui, on a bien quand même joué avec la console quand il y en a une. Combien d'écrans il y a, par exemple, là où tu travailles, Mathieu? Même chez moi, il y a 3 écrans qui sont dédiés à Pro Tools. C'est ça. Plus après, le portable et puis l'écran qui va sur Internet, parce que moi, j'ai toujours l'habitude de séparer mon ordinateur pour le travail et mon ordinateur pour Internet. Mais alors, on disait que ça servait donc à enregistrer. On pouvait faire un disque complet avec Pro Tools. Est-ce que c'est uniquement le monde de la musique qui sert de Pro Tools? Tu travailles dans le jeu vidéo.
tu vas mixer ton jeu vidéo, faire ton sound design sur du Pro Tools. Même chose dans le monde de la vidéo aussi, on va monter la bande son du film, les bruitages, refaire les dialogues, etc. Tout ça les voix off, les sous-titrages qui sont audio, va être fait avec le Pro Tools, parce que ça va être déjà pré-programmé la plupart du temps. On t'envoie un fichier qui est déjà commencé, entre guillemets, tu as déjà tous les effets et autres, et on va pouvoir remixer une version différente. Qu'est-ce qui fait que 25 ans après, ce soit toujours la référence? J'imagine qu'il y a des concurrents quand même. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce qu'il y a en face? Parce que il y a Logic de chez Apple, qui lui va plutôt être un logiciel vraiment orienté musique. Alors on peut faire également du montage comme on fait nous en radio, des jingles, des choses comme ça, mais ça reste dans le monde de la musique. Et quand vous allez en studio pro, des Logic, il n'y en a pas tellement pour travailler. Il y en a pour sortir des sons, pour avoir un clavier qui est relié au truc, mais qui rentre dans un Pro Tools au final. Donc dans tous les cas, ce sera du Pro Tools. Pourtant, il y a plein de logiciels de audio et de son, de montage, de mixage. On en revient à l'effet garage. Si on peut mixer chez soi facilement, c'était quelque chose qui était... Puis il y a eu un effet de mode, il ne faut pas oublier ce détail. On en revient au truc, il fallait un Pro Tools, parce que c'était la marque des pros. Donc tu veux briller un peu, et si tu veux exister dans le milieu, il vaut mieux avoir travaillé avec ton Pro Tools, connaître ton Pro Tools, parce que tu as une chance d'apparaître, déjà pas pour un regard, parce que tu bosses avec quoi Soundtrack, excuse-moi, voilà, donc il y avait ça. Il y avait tout l'écosystème, il y avait le hardware, il y avait le soft, il y avait de la grosse console à la petite console 8 pistes. Les vrais pros au cinéma l'avaient, comme les tout petits à la maison. Une chose qui est intelligente et qu'a fait Avid au début aussi, c'est à la fois autoriser un peu le craquage du logiciel, faire des versions d'essai, pour que les jeunes puissent s'en emparer, puisqu'il y a une formation aussi autour de Pro Tools, donc de commencer de la base. Très juste, une fois qu'on a commencé, on n'a pas envie de changer, et l'outil étant une référence professionnelle, ça a permis de... Ça veut dire que c'est les fondations. Ça a été, et c'est toujours aussi un peu le passeport pour peut-être trouver du boulot. Voilà, il faut maîtriser Pro Tools, parce que c'est un outil dont on aura besoin de se servir. Il ne faut pas oublier un détail, c'est qu'on en revient, tu parlais des années 90, on parle de la numérisation, et on va prendre les premiers supports, ce sont les radios, qui ont numérisé leur studio de production. Ils ont commencé par le produit qui était à l'époque disponible. Logic n'était pas là, d'autres n'étaient pas là, c'était Pro Tools, parce que ça coûtait, pour même une petite radio, on en revient à la M-Box de base, ça coûtait moins cher d'avoir un boîtier comme ça, d'avoir le logiciel pro, parce que du coup à l'époque ça n'existait pas d'ailleurs ça. Si, mais il y a eu ça plus tard, c'est-à-dire que c'était des cartes qu'on mettait dans non, mais il y a eu la grosse informatique, après c'est venu assez vite. Le premier boîtier M-Box doit être daté des années juste avant 2000 dans mes souvenirs, et si tu veux, les M-Box c'était la même chose. C'est la même chose, c'est à peu près la même chose. Elle était debout, il y a eu plusieurs modèles. L'intérêt, c'était que du coup, que même la radio associative pouvait acheter un pupitre, un boîtier, et faire sa prod. Et après, le plus dur a été pour les radios de trouver des producteurs formés. Parce qu'après, on appelait le prod d'une autre radio, le prod de telle ou telle boîte, parce qu'il était formé. Ça a été l'un des postes les plus chers payés pendant un moment, parce que c'était les seuls qui étaient qualifiés. Il fallait trouver des gens qualifiés. Mais d'ailleurs, je rejoins là-dessus parce que quelle que soit la radio, alors en radio, au moment de la diffusion à l'antenne, on a divers logiciels en fonction un peu des moyens que la radio a. Par contre, dans le studio de production, partout il y a du Pro Tools. Alors, il y a du petit au plus gros, mais Pro Tools c'est vraiment la référence et le standard sur toutes les... Mais ça, on a cité Logic, moi je sais pas, il y a Ableton Live, il n'y a pas que ça, il y a quoi d'autre? Il y a Cubase, qui est plutôt vraiment Cubase, qui reste, mais vraiment plutôt pour les musiciens. Alors Cubase a fait une erreur à une époque, parce que Cubase... C'était Steinberg, non? Oui, alors Cubase, c'était un produit dont on en parlait des sampleurs, c'était un truc leader à l'époque, parce que c'était une légende. C'était très compliqué. Cubase, c'était vraiment pour les musiciens qui faisaient la musique assistée sur ordinateur. C'était sur Atari. Oui, non mais ça a été déporté. Si tu veux, l'intérêt du Cubase, c'était vraiment tu crées ta musique sur ordinateur. Donc c'était pour les producteurs, non pas les producteurs qui additionnent des pistes et les mixent, mais les producteurs qui fabriquent de la musique. C'est-à-dire que tu déplaçais la note sur chaque... Et c'était très compliqué, très long. Je me souviens avoir fait des soirées de mixage où à la fin, tu t'avais fait 3 heures de mixage, tu t'écoutais, t'avais fait 20 secondes.
pour être tombé dans le bon tempo. Il y a les soirées diapo, puis il y a les soirées mixage avec... Ah, mais faut voir les choses. Mais DigiDesign n'était pas très bon à l'époque dans le protocole MIDI, c'était pas leur fort. Ils étaient très bons en enregistrement, c'est-à-dire l'audio. L'entrée-sortie. L'entrée-sortie, voilà, mais le MIDI, c'était pas leur tasse de thé. Et ils ont bossé et puis ils se sont imposés. Alors, qu'est-ce que le rachat de DigiDesign, c'est ça qui s'est passé, hein, Stéphane. Avid a racheté DigiDesign, qui était le créateur de Pro Tools. Qu'est-ce que ça a changé pour le logiciel justement dans sa vie, dans son évolution? Ils n'ont pas eu le choix, on en parlait sur les fameux épisodes de la fuite, de dire qu'il n'y avait pas obligation d'avoir une carte dédiée fabriquée maison par le logiciel pour que ça fonctionne. Donc du coup, il a fallu ouvrir les vannes en disant oui, mais le soft il est vachement bien, sauf que le soft il avait pris du retard par rapport à d'autres et ils n'ont pas eu le choix de nous faire une refonte complète du soft. Et quand on parle de refonte, il y a eu, on parlait du gap tout à l'heure, une véritable évolution. Et là, il y a eu un coup de booster. D'abord, l'informatique aujourd'hui, elle est tellement forte que l'ordinateur il est puissant. On a des machines énormes avec ce qu'on a. Le cinéma est là, ça a suivi le numérique, toute la phase numérique chez tout le monde fait que l'audio a suivi, et Avid apporte sa connaissance du milieu vidéo. Et avec effectivement des fonctionnalités vidéo et images qui ont directement été importées dans Pro Tools. Avant, les deux pouvaient fonctionner en parallèle, et après est arrivée une fenêtre vidéo directement dans Pro Tools, ce qui était un apport quand même assez important. Et dans la version 11, on coupe et on monte aussi de la vidéo dans Pro Tools directement. Alors qu'avant, on avait juste un fichier MOV qu'on importait. Voilà. C'est assez logique. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui n'ont jamais vu comment ça fonctionne, c'est quoi le process, comme on dit en anglais, donc dans quel ordre est-ce que les choses se passent quand on commence à préparer un mix dans Pro Tools? Alors déjà, il y a la phase l'enregistrement. Donc ça c'est un peu la même chose depuis les années 50 à aujourd'hui. On appuie sur Rec. On arme la piste, on fait nos réglages et on appuie sur Rec. Une fois qu'on a fait ça, il y a ce qu'on appelle l'édition. Donc là ça va être la découpe. Je garde tel morceau, telle partie, ma chanteuse elle a chanté bien le premier refrain mais le deuxième moins bien. Alors, je vais faire un copier-coller. Ça veut dire qu'on garde toutes les prises. Comment est-ce qu'on gère d'abord si on fait 10 prises sur un couplet, comment est-ce qu'on gère? Et ben là on va pouvoir justement choisir, là j'ai mon premier coup de batterie est bien, le deuxième moins bien, je vais le prendre dans la troisième prise et je vais faire un copier-coller. Donc on peut faire, moi j'ai dit des fois on fait un Tetris, c'est-à-dire qu'on prend des bouts à un endroit, on les remet à un autre, et c'est vraiment ça. Là c'est la partie Tetris et on va garder les meilleures prises de chaque presque milliseconde sur le logiciel pour avoir un morceau complet. Là, à ce stade-là, c'est encore du brut, c'est-à-dire que c'est après que le talent commence à rentrer en ligne de compte. Alors là, on rentre dans le mixage. Donc là, on va utiliser les plugins. Donc c'est des petits softs qui sont en plus dans le logiciel, qui sont aussi. Alors il y en a qui sont livrés de base avec Pro Tools. On a déjà de quoi largement travailler avec les plugins qui sont à l'intérieur du Pro Tools. Mais on a également tout un tas d'autres fabricants qui font des plugins et qui vont pouvoir vous permettre de les intégrer dans Pro Tools. Alors là, on retrouve des effets, des échos, des reverbs, des délais. Et là, ça joue surtout à la mode. On va prendre. Il y a l'effet Daft Punk qui a été. Il y a eu une fuite aussi. Ils ont fait comme ça pour faire leur voix. Tout d'un coup, tout le monde a fait sur Internet. Ils ont fait comment? Alors ils ont fait ça. Et on va trouver le bon plugin, c'est-à-dire la bonne version du petit plugin qui va bien, avec le bon réglage qui va bien pour faire la voix de Daft Punk. Voilà. Et tu vois, c'est chaque période musicale ou chaque période des radios ou télévision va avoir sa mode de plugin qui va plus ou moins durer. Qu'est-ce que tu utilises, Mathieu, par exemple? C'est quoi pour toi les 2-3 plugins dont tu pourrais pas te passer? Tu ne pourrais pas te passer les trucs qui tuent, quoi. Il y a Clariphonic que j'aime beaucoup, qui rajoute un petit peu de présence et justement de vintage au mix. Donc on a un truc un peu plus chaud. Ça c'est un truc que j'aime bien utiliser. On a tous les plugins de chez Sony, Sonox, qui sont formidables et des plugins Sony pour Avid. Pas pour voilà. Et puis après il y a tous les plugins en fait. Alors soit ça a été de la création pure de plugins, ou alors ça a été de la modélisation de ce qui existait au niveau console. Donc avant on avait des consoles Nive
qui valait 20-30 000 euros et qui se retrouvent aujourd'hui dans un petit plugin. On a des plugins qui sont chez Waves qui ont été faits en co-réalisation avec Abbey Road, le fameux studio où les Beatles enregistraient, pour retrouver le passage agneau, enfin le passage piéton. Et maintenant on a même des plugins qui sont très jolis avec des gros recorders à l'ancienne, avec des grosses bandes, etc. et qui ramènent là aussi un petit peu de chaleur, un petit peu de présence dans le mix. Un petit coup de pub, mais dans le dernier MediaQuest, on a fait un dossier justement sur être développeur audio en France. Ah bien. Et on parle justement des développeurs de plugins. Voilà. Alors on peut rappeler où on trouve MediaQuest. MediaQuest, tu le trouves sur mediaquest.com. Voilà, et ben voilà. J'allais le dire. Tu peux je crois que je me suis pris une châtaigne là. Et tu peux télécharger la version digitale du magazine papier où il y a ce dossier fait par un de nos journalistes. Eh ben ok. Oui. Alors moi je vais aborder un point qui est quelque chose qui arrive régulièrement. On en a parlé nous avant l'émission. C'est pas parce que la petite boîte est pas chère et qu'elle est très pratique qu'elle n'a pas de défaut. La miniaturisation, l'informatisation, tout ce qu'on a apporté a fait que ce boîtier-là, il est très bien. Et attention, on peut le brancher en USB sur son ordinateur, il est auto-alimenté. Tout va bien, on peut le brancher sur l'iPad et en faire. Sauf que l'auto-alimentation fait que l'électricité, il y a une référence, ça s'appelle la masse, la fameuse Terre, c'est la référence à la Terre, fait qu'il y a des fois quelque chose qui est généré, qu'on entend parfois ici et là, qui est le buzz, qui est un truc qui fait bzzz, qui est un genre de moustique qui vous passe dans le nez. Ces boîtiers-là ont tendance à en avoir comme ça, on sait pas, c'est pas tous les boîtiers, certains, c'est pas tous les ordinateurs. L'une des astuces souvent, c'est sur les Macs ça marche très bien, on enlève la prise de courant, on débranche sur batterie, ça marche. Certains DJ coupent la masse du fil d'alimentation, ce qui est une très mauvaise idée. Alors il existe maintenant une solution, faut le savoir, c'est chez nos amis d'Amix, qui s'appelle un truc énorme, un boîtier énorme, c'est un petit boîtier USB, qui s'appelle l'USB 10, qui est simplement un filtre, c'est-à-dire que ça va se brancher entre ton ordinateur et le boîtier, ça rallonge en fait. C'est que l'USB. C'est qu'un boîtier USB, un filtre, c'est un petit secret de fabrication, qui va filtrer l'électricité et te dénoiser, certains softs pourraient le faire, mais pas aussi bien, ça va enlever le fameux buzz. Et ça, je pense qu'on en recausera à d'autres moments parce que ça va simplement vous sauver la vie quand vous faites un enregistrement et vous dites je comprends pas, tout est bien. Ça vaut combien pour l'instant, c'est pas déterminé. D'accord, mais c'est un proto encore, c'est l'avant-première. C'est l'avant-première, c'est le premier, il est là, voilà, il a été installé, testé justement sur la même boîte dans une agence, ça a été un régal. Pour donner une idée, un mot de c'est que du coup, ils se sont dit autant le mettre dans une vraie carte son, c'est une carte son dédiée au départ aux DJ ou ceux qui vont juste diffuser l'audio. Quand tu as besoin de diffuser l'audio sur une sono, sur une console ou autre, c'est pareil, auto-alimenté en USB, tu as une sortie RCA ou XLR pour aller chez les pros, et là elle est déjà filtrée, c'est-à-dire que le filtre il y a déjà ça dedans. Voilà, et pareil, tu vas gagner le buzz, plus besoin de bidouiller, plus besoin de chercher midi à 14h qu'on dit d'où ça vient, il n'y est plus. Il y a un prix pour cette belle. Je l'ai pas pris avec moi, mais on va le noter. On aura la belle affiche. Alors on va le mettre sur le site. En tout cas, il a l'air solide parce que les petites cartes sont à vide. Voilà, on a perdu en robustesse au fil des années, je crois. C'est ça fait partie aussi des surprises. C'est un fabricant français qui n'a pas peur de mettre du dur. Voilà, c'est du solide. Voilà, c'est donc chez Amix. Merci beaucoup Mathieu, c'était un plaisir de te recevoir dans Broadcast Time. Tu reviens quand tu veux. On parlera de l'HDX et des plus gros systèmes. Formidable. Et tu sais quoi, ce qui serait bien, c'est qu'un jour on vienne te voir en studio et qu'on voit comment tu bosses. Vous êtes les bienvenus. Ça, ce serait génial. Merci Fabrice. Mais de rien, voyons. On peut se dire encore à la semaine prochaine ou pas on va tout faire pour. Ça devrait être possible. C'est Noël. C'est pas la dernière encore. C'est Noël la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Donc tu viens avec les cadeaux, c'est ça On va tous venir avec les cadeaux. Tu viens avec ton drone. Tu l'auras ton drone, tu vas l'avoir ton drone, tu vas l'avoir. T'as été sage d'abord. Pas sûr. Et puis salut Stéphane, MediaQuest, partenaire de Broadcast Time. Toujours un plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Ça passe décidément trop vite, mais c'est aussi bien comme ça. Salut à tous, passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Salut.